Alors, les courriels et les pièces jointes jouent souvent un rôle central dans la réalisation des attaques informatiques. Donc, c'est tout ce qui est courriel frauduleux, les pièces jointes piégées, etc. Lorsque vous recevez des courriels, je vous propose les 6 précautions suivantes. Alors, la première est liée à l'identité d'un expéditeur qui n'est jamais garantie. Donc, il faut absolument vérifier la cohérence entre l'expéditeur présumé et le contenu du message, et vérifier, bien entendu, son identité. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à contacter directement l'émetteur du mail. La deuxième, n'ouvrez pas les pièces jointes provenant de destinataires inconnus ou dont le titre ou le format paraissent incohérents avec les fichiers que vous envoient habituellement vos contacts. Le troisième précaution, si des liens figurent dans un courriel, on vous recommande de passer votre souris souvent dessus, sans cliquer dessus. L'adresse complète du site s'affiche dans une barre du navigateur, généralement qui est située donc en bas à gauche de votre fenêtre. Et vous pourrez donc ainsi vérifier la cohérence du lien. La quatrième précaution, c'est de ne pas répondre au courriel à une demande d'information personnelle ou même confidentielle. On a vu des emails où on demande des numéros de carte bancaire, de carte vitale, etc. En effet, des courriels circulent aux couleurs d'institutions comme les impôts, les fournisseurs d'énergie, les opérateurs télécoms, la liste est très longue, pour récupérer vos données. Il s'agit d'attaques par hameçonnage ou phishing. Attention, encore une fois, ces organismes ne demandent jamais ce genre d'informations personnelles ou confidentielles par mail. Ensuite, la 5e précaution serait de vous dire n'ouvrez pas et ne relayez pas surtout ces types de chaînes d'alerte, ces appels à la solidarité, alerte virale, etc. Voilà, ne pas renvoyer ces chaînes de messages. Et puis la dernière précaution, elle est un peu plus technique, mais c'est de désactiver l'ouverture automatique des documents téléchargés et puis de prendre cette hygiène, de faire un petit clic droit et de lancer une analyse antivirus sur les pièces jointes avant de les ouvrir. Voilà. Donc bien entendu, vous retrouverez toutes ces recommandations dans le guide des bonnes pratiques de l'informatique sur le site web de l'ANSSI et bien d'autres documents connexes. Alors il faut rappeler l'analogie avec la carte postale. Par défaut, lors de sa création, la messagerie électronique était aussi sécurisée que l'envoi de cartes postales par la poste. Donc les premiers services de communication n'embarquaient pas de fonctions de sécurité de façon donc native. Les problématiques de sécurité sont quand même très récentes. Alors je vais être réducteur et dire que la confidentialité repose principalement sur le chiffrement. Il y a plusieurs façons d'utiliser du chiffrement. La façon indépendante, en utilisant donc des logiciels dédiés comme l'emploi de conteneurs. Cela peut être également un outil qui s'insère au niveau de votre client de messagerie, un plugin par exemple, mais aussi en sécurisant des tuyaux de communication avec un VPN ou un chiffreur IP. Quelle que soit la façon de faire, si vous souhaitez véhiculer des informations sensibles, confidentielles ou secrètes, il faut absolument utiliser des produits de confiance, donc certifiés ou qualifiés par l'ANSSI, qui vous garantira que le produit est robuste, qu'il ne possède pas de porte dérobée et que les informations ne vont pas fuiter. Je ne vais pas détailler chaque façon de faire, je vais juste reprendre l'exemple qui figure dans le passeport de conseil aux voyageurs de l'ANSSI. Dans ce petit guide, il est expliqué qu'il faut éviter de partir à l'étranger avec des données sensibles. Il faut privilégier la récupération de fichiers chiffrés sur votre lieu de mission. Pour ce faire, je vais utiliser un petit scénario type webmail. Dans ce cas de figure, et à titre d'exemple, j'utilise l'outil Z de la société Primix et qui a reçu une qualification de l'ANSSI pour traiter des informations marquées diffusion restreinte au niveau national, mais aussi de l'Union européenne, de l'Eurocorps, de l'OTAN. Cette solution permet de fabriquer des conteneurs de fichiers chiffrés destinés soit à être conservés tels quels, archivés, soit à être échangés avec des partenaires de confiance par courrier électronique sur des réseaux publics de type webmail. Les données chiffrées ne sont alors accessibles qu'aux destinataires choisis par le créateur du conteneur. Elles sont hébergées dans un fichier utilisant l'extension .z. Il est possible de chiffrer les données avec un mot de passe, des certificats, des cartes à puce, des jetons USB, etc. Le comportement des conteneurs est très semblable à celui d'un dossier compressé, comme les .zip, dans un environnement Windows. Z utilise aussi une fonction de compression permettant de réduire la taille des données envoyées. De plus, si l'entreprise le souhaite, bien entendu, elle peut aussi confier des droits de recouvrement à une tierce personne de confiance, que l'on appelle généralement un officier de sécurité,
qui, lui, pourra déchiffrer tout ou partie des données et de façon automatique dans des situations bien précises, en cas d'accident d'un collaborateur, etc., etc. Afin de permettre aux utilisateurs d'échanger des conteneurs chiffrés Z avec des contacts ne possédant pas encore la licence de ce logiciel, la société Primix Technologies met à disposition une version gratuite appelée Z Limited Edition sur son site web. Cette version permet de lire les conteneurs chiffrés et d'en modifier le contenu pour pouvoir répondre avec d'autres fichiers. Seule la version complète permet de créer de nouveaux conteneurs. C'est donc l'émetteur qui fixe les accès autorisés ou non à ces conteneurs.